Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ndele. Nous allons naturellement commencer cet entretien par l'événement qui le justifie, à savoir le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Cela vaut-il encore la peine d'être rappelé? Monsieur le Président, le 15 août 1960, où étiez-vous? Le 15 août 1960, j'étais à Brazzaville. Nous étions en vacances. Nous venions de finir avec nos examens à Mbunda. Et nous étions donc en vacances scolaires ici à Brazzaville. Est-ce que vous gardez quand même un souvenir précis de cette époque-là? Bon, beaucoup de souvenirs parce que nous étions en vacances ici. Et nous qui avions fondé l'ASCO, l'association scolaire du Congo qui regroupait tous les élèves du secondaire à l'époque, en liaison avec nos aînés en France qui luttaient dans le cadre de la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et déjà, ils menaient ce combat pour la libération de notre continent, notre association qui se battait un peu sur le même chemin en lutte contre toutes les injustices dans la société coloniale et s'inspirait du combat de la FEANF en France. Et nous, donc, qui avions créé l'ASCO ici, avons, pendant cette période, vécu l'indépendance du Congo-Kinshasa le 30 juin 60. Et donc avons suivi avec beaucoup d'enthousiasme les déclarations du Premier ministre Patrice Lumumba. Vous voyez donc. Qui ont irrité le colonisateur. Et pour cause. Mais du 30 juin 60 au 15 août 60, vous voyez que notre jeunesse ici, celle qui s'efforçait de militer pour le triomphe de ces causes-là, était dans l'enthousiasme. C'était l'enthousiasme véritable, hein, lorsque nous suivions les déclarations du Premier ministre Patrice Lumumba le 30 juin à Léopoldville. Qui n'était même pas prévu dans le protocole, mais qui est tombé comme un Deus ex machina. Il n'était pas prévu, lui. C'est pourquoi peut-être il a eu des ennuis après. Ah oui, les ennuis, nous n'aurons pas le temps d'en parler. Mais nous vivions cette période, vous voyez, 30 juin 60, 15 août 60, c'était quand même l'effervescence ici. Monsieur le Président, vous évoquez l'ASCO, vous évoquez la FEANF, vous évoquez aussi les déclarations du Premier ministre émérite Patrice Lumumba. On réalise que trop nos nationalistes, les Africains, rejetaient donc toute forme de domination. L'indépendance pour les Africains se présentait comme une perspective qui leur ouvrirait des horizons sans limite. Mais 60 ans après, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Afrique fait du surplace? Elle a du mal à trouver de consensus sur un certain nombre de dossiers brûlants. La concordance des points de vue est souvent obtenue très difficilement. Et lorsqu'une crise surgit, on note toujours la faiblesse de l'Afrique
à réagir ou à la juguler. On ne fait pas du surplace, là, après toutes ces années d'indépendance? De sur place, non. Disons que cela a été une longue période de lutte, hein, des peuples avec des fortunes diverses. Et on peut quand même dire que pendant cette période, malgré les divergences, il y a eu la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était un compromis historique important. Et il y a eu quand même, au niveau de l'Afrique, le soutien au lieu de libération parce que tous les pays africains n'étaient pas arrivés à l'indépendance en 1960. Et il y a eu quand même un consensus autour du soutien aux luttes de libération. Et progressivement, on sent quand même euh, que quelques accords se font au niveau des dirigeants lorsqu'il s'agit de viser les objectifs de développement. Je pense au NEPAD, je pense à la zone de libre-échange économique, commercial en Afrique. Je pense à la mise en place de communautés économiques régionales. On ne peut pas aussi dire que tout ça ne s'est pas aussi produit sur fond de la guerre froide qui a divisé le monde. Mais c'était une période de lutte avec des hauts et des bas. On ne peut pas dire qu'on a fait du surplace. Donc l'Afrique avance à son rythme et à celui de Oui, l'histoire, certainement. en tenant compte du contexte international et des rapports de force, sans aucun doute. Le 15 août 1963, l'abbé Fulbert Youlou, premier président du Congo indépendant, est renversé par un mouvement syndical qui entrera dans l'histoire sous le nom de la Révolution des Trois Glorieuses. Vous êtes un jeune officier. Quel rôle l'armée congolaise a-t-elle joué pendant ces événements, sachant que l'armée française était encore présente dans le pays pour assurer la sécurité des dirigeants et des populations? Bon, l'embryon de l'armée nationale a joué le modeste rôle qu'elle pouvait jouer. Je dois rappeler qu'elle était encore sous le commandement des officiers supérieurs français, le chef d'état-major, le commandant du bataillon, l'unique bataillon qu'il y avait, l'officier le plus gradé, le colonel David Moutsaka, était en second au niveau de l'état-major. Mais elle a joué modestement son rôle dans le cadre du maintien de l'ordre. Et il faut dire que les troupes françaises étaient ici, au Congo, à Brazzaville, mais avec les événements, je pense que d'autres troupes, des parachutistes, sont venus de Dakar et de Fort-Lamy, aujourd'hui N'Djamena, en renfort. Donc, l'embryon de l'armée congolaise était tout à fait insignifiante, disons symbolique, hein, dans ces opérations de maintien de l'ordre. Mais je dois signaler cependant un fait important pendant ce développement, parce que le 15 août 1963, alors que les populations de Brazzaville avaient déjà encerclé le palais ici, des populations,
venus de tous les quartiers, avaient déjà encerclé le palais ici. Et on ne voyait plus les syndicalistes. Et ceux qui dirigeaient le mouvement étaient introuvables. Comme s'ils avaient abandonné le peuple à son Son sort. triste sort, oui. Et ils s'étaient mis dans une certaine clandestinité pour cause, avec des interventions de troupes françaises. C'était avant la décision du général de Gaulle qui a refusé l'intervention des troupes françaises à la demande du président Yolo. Avant cela, les syndicalistes étaient mis dans la clandestinité. Mais les populations étaient ici. Mais c'était quand même l'instinct de survie, hein? Bien, certainement. Mais alors, je peux témoigner maintenant, ce sont les officiers congolais, l'embryon de l'armée congolaise, les sous-officiers, disons les cadres, qui ont recherché les syndicalistes. Nous les avons recherchés dans la ville, nous les avons retrouvés et nous les avons amenés en réunion au camp qu'on appelle aujourd'hui le camp du 15 août. C'est bien pour cette raison-là. Nous avons, avant c'était le camp du Tchad, on l'appelait camp du Tchad ici. Le camp du 15 août porte ce nom à cause de l'événement que je relate. Nous les avons tous réunis au camp ici, dans la salle où s'entraînent les éléments de la musique militaire. Et je dois dire que pour l'histoire, même si ce quartier devrait être reconstruit, on ferait bien de garder ce bâtiment où s'entraînent les éléments de la musique. On ferait bien, pour l'histoire, de garder ce bâtiment parce que c'est à cet endroit-là que les officiers congolais à l'époque ont eu la réunion avec les syndicalistes. Et les officiers leur avaient demandé de rejoindre les populations qu'ils avaient mobilisées, puisque les populations étaient ici, autour du palais. Et c'est dans nos jeeps que les syndicalistes sont arrivés au palais. C'est nous qui les avions amenés au palais, ici. Et on doit aussi dire qu'à ce moment-là, le président Yolo, qui avait déjà reçu le refus du général de Gaulle de faire intervenir l'armée française, parce qu'ici, autour du palais, il y avait des cercles concentriques de l'armée congolaise, et des parachutistes français, de la population. C'était un moment très dense. Et alors, à ce moment-là, ce sont les officiers congolais qui ont reçu le document de la démission du président Yolo. Le président Yolo a remis sa démission aux officiers. Et le colonel Moutsaka, David, a reçu la démission du président Yolo. Donc, le président Yolo a remis sa démission au colonel Moutsaka, donc à l'armée, à l'embryon de l'armée congolaise. Et ce sont les officiers qui ont remis le document aux syndicalistes. Monsieur le Président, l'armée réunit les syndicalistes au camp 15 août. L'armée met les syndicalistes dans sa jeep.
arrive au palais et obtient la démission de l'abbé Fulbert Yolo. Le rôle de l'armée, c'est quand même Il s'agissait, non, l'armée de soutenir. n'avait pas, à proprement parler, pris position. Il s'agissait d'amener les syndicalistes, les dirigeants syndicalistes à jouer leur rôle à dialoguer avec le président. Jusqu'au bout, puisque les populations étaient autour du palais et exigeaient la démission du président Youlou. Le général de Gaulle avait refusé l'intervention des troupes françaises. Il ne restait plus que aux syndicalistes de continuer de jouer leur rôle, puisque les populations, ce sont les syndicalistes. Un rôle qu'ils n'ont pas su jouer jusqu'au bout, puisque après, Kikadidi va prendre Alphonse Massamba Deba, l'emmène à Brazzaville, et celui-ci est président, donc les syndicalistes. C'est vrai qu'ils ont obtenu la démission de l'abbé Fulbert Yolo, mais visiblement, ils n'avaient pas de programme précis. Oui, c'était un moment délicat parce que après la démission du président Youlou, les syndicalistes avaient déclaré qu'ils n'avaient pas engagé ce mouvement parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir. Et ce n'était pas pour prendre le pouvoir, eux, syndicalistes, qui menaient ce mouvement. Et c'est là où est arrivée l'idée du gouvernement de technocrates, le gouvernement des techniciens, d'intellectuels. Et donc, la nuit de 15 au 16, c'était une nuit blanche. Nous étions dans ce palais, nous les officiers, on suivait cela. On a vu arriver ici, au palais, tout ce qu'il y avait de crème, d'intellectuels, de technocrates, de hauts cadres de l'administration. On les a vus arriver, nous avons vu arriver ici, je le cite pêle-mêle, j'en oublie aussi, les Paul Kaya, on a vu arriver les Pascal Lissouba, les Matsokota, les Bernard Galiba, les Ganao, enfin, tout ce qu'il y avait de crème, puisque il fallait mettre en place le gouvernement des technocrates. Je crois que cette nuit-là, ces cadres n'ont pas pu désigner un premier ministre du gouvernement provisoire toute la nuit. Contradictions diverses. Ces cadres ont discuté sous nos yeux, parce que nous étions là, nous les officiers, on écoutait, on ne prenait pas part aux discussions, ils n'ont pas pu désigner l'un d'entre eux comme premier ministre du gouvernement provisoire. Et voilà pourquoi le président Massamba Deba a été recherché. Lui qui jouissait à ce moment-là de quelques contradictions avec le président Youlou, il jouissait d'un préjugé favorable dans l'opinion pendant la période. Et c'est donc dans ces conditions que le président Massamba Deba a été recherché. Je crois qu'il était à Boko. Et c'est lui qui a été comme l'homme de compromis. D'où la mise en place des institutions provisoires après les Trois Glorieuses. Ok, l'homme de compromis arrive, Alphonse Massamba Deba. Il crée le mouvement national de la révolution, MNR. Il instaure le socialisme dit Bantou, selon ses propres termes. Non, c'est le socialisme qui était écrit dans les documents du MNR. C'était le socialisme scientifique. Et lui? Bon, dans son interprétation, il a parlé de socialisme bantou. Mais dans le document du MNR, que l'on peut consulter, vous les journalistes qui faites la recherche, je pense qu'on parlait plutôt de
Le socialisme est scientifique. Parce qu'il semble aussi que la pomme de discorde avec les autres, c'était ça. C'était l'un des... L'adjectif bantou. Bantou. Et que le socialisme était scientifique et qu'il s'appliquait à l'ensemble des peuples du monde qui n'avaient pas besoin d'avoir une coloration bantou. C'était l'un des points chauds, non, de la contradiction, des clivages au sein du MNR. D'après ce que nous observions, nous, les officiers, parce que nous ne prenions pas part à ces discussions, jusqu'au moment où il avait été décidé que l'armée ait un représentant au sein du comité central du MNR. Alors, le capitaine Ngwabi avait été désigné comme le représentant. C'était le capitaine Ngwabi qui avait fini par être le représentant de l'armée au sein du comité central du MNR. Et lui-même aura des problèmes parce que nous nous souvenons encore de sa boutade quand il disait au président Massamba Deba, Monsieur le Président, le socialisme est une vision du monde universel et à ce titre, il ne peut être bantou, wolof ou mandingue. Oui, c'était le point de divergence. Il n'était pas le seul à le dire. Quelques idéologues au sein du MNR le disaient à haute et intelligible voix. Le 31 juillet 1968, il est renversé par un mouvement insurrectionnel. Après le président Massamba Deba, c'est le président Marien Ngouabi. Et vous avez dit tout à l'heure que dans les documents du MNR figurait déjà la mention socialisme scientifique. Pourquoi avoir opté pour le socialisme scientifique et pour le marxisme-léninisme? Y avait-il des raisons objectives à cela? Bon, pour les peuples colonisés et dominés, en réalité par le capitalisme ou l'impérialisme international, comme on le disait à l'époque, et pour les peuples qui étaient encore sous domination coloniale aussi, le monde était divisé, comme on le sait. Et il y avait le pacte de Varsovie, et il y avait l'OTAN, et l'OTAN soutenait militairement les puissances d'occupation encore dans les guerres, principalement le Portugal. Et les peuples dominés qui luttaient voyaient que leur salut ne pourrait venir que du pacte de Varsovie, qui justement a soutenu toutes ces luttes. Et aussi parce que les peuples dominés ont considéré, d'autres continuent de considérer aujourd'hui le socialisme comme une organisation de justice sociale et de juste partage du produit du travail commun. Donc, les peuples dominés ne pouvaient aspirer qu'à plus de justice sociale. Et beaucoup se sont tournés vers les pays du pacte de Varsovie et ont choisi la voie du socialisme comme la voie de la justice sociale, du juste partage du fruit du travail. Et ce n'était pas sans raison. Marien Ngouabi arrive le 31 juillet 1968. Il va diriger le pays jusqu'au 18 mars 1977, jour où il est assassiné. Après l'assassinat du président Marien Ngouabi,
il est créé un comité militaire du parti dirigé par le général Jacques-Joachim Yombi Opango. Le comité militaire du parti tient le pays jusqu'au 5 février 1979, jour où le Parti congolais du travail décide finalement de déposer le général Yombi Opango et de confier les rênes du pays au colonel Denis Sassou Nguesso. Bon, il faut d'abord dire avec précision les choses telles qu'elles étaient. Et il faut savoir que avant l'assassinat du président Marien Gouabi, le PCT était en train de préparer le 3e congrès extraordinaire. Et les sessions préparatoires se tenaient non loin d'ici. Donc, le PCT était en train de préparer le 3e congrès extraordinaire. Parce qu'avant cela, il y a eu quand même beaucoup de remous, mouvements de radicalisation, etc. Le président Gouabi souhaitait un renouvellement du parti. Et donc, son assassinat intervient au moment où le parti est en train de préparer le 3e congrès extraordinaire. Et voilà pourquoi, avec son assassinat, la mission du CMP, c'était maintenir la paix dans le pays, assurer les obsèques du président Gouabi et créer les conditions de la tenue du 3e congrès extraordinaire. Donc, pendant la brève période du CMP, la question principale qui se posait, c'était de savoir, oui ou non, on tient le 3e congrès extraordinaire du PCT pour remettre le pays dans l'ordre normal de son fonctionnement, l'État, avec ses institutions, qui, à l'époque, reposaient sur le pouvoir du parti, les dirigeants du parti eux-mêmes puisant leur pouvoir dans le congrès du parti. Et donc, au sein du CMP, il y a eu ces divergences. Et voilà pourquoi ceux qui souhaitaient remettre le parti à travers le congrès sur sa ligne normale de marche, ce sont ceux-là qui ont triomphé, puisqu'ils ont obtenu que le comité central du PCT, qui avait été suspendu pour laisser place au CMP, et la ligne qui souhaitait, qui voulait la tenue du congrès, c'est celle-là qui a triomphé. Voilà pourquoi, ici, au Palais du Peuple, il y a eu la réunion du comité central du parti. Ce n'était même pas encore le congrès. C'est le comité central du parti qui s'est réuni ici. On a reconstitué le comité central comme au jour de l'assassinat du président Marien Gouabi. Et cette session s'est tenue au Palais du Peuple sous la présidence du camarade Jean-Pierre Tisser-Chikaya, parce qu'il était le second du parti. C'est au cours de cette session du comité central du parti qu'il a été mis en place le comité préparatoire au 3e congrès, toujours le même. Et votre modeste serviteur avait été élu au cours de cette session du comité central comme président du comité préparatoire au congrès. Et nous avons préparé le congrès, et le congrès s'est tenu au mois de mars. C'est au cours du congrès alors que votre serviteur a été élu président du comité central du parti. C'est tout un cheminement comme ça. Et quand il est élu,
Il dirige le pays, il a quand même quelques priorités. Bon, mais il fallait, la première priorité, c'était remettre le pays dans sa marche normale à travers des institutions. Euh, il fallait faire fonctionner le gouvernement, faire que le pays ait une assemblée et faire que l'économie du pays reparte parce que on l'oublie souvent, il y avait une crise sévère qui frappait le pays. Et je crois qu'au moment où nous tenions le troisième congrès extraordinaire au mois de mars, les travailleurs de l'État n'avaient pas touché de salaire peut-être depuis décembre ou janvier, février, jusqu'au mois de mars. C'était une situation difficile, économique, financière, sécuritaire. Il fallait remettre de l'ordre dans tout cela et faire redémarrer l'État avec ses institutions et tenter de faire redémarrer l'économie. C'était prioritaire. Voilà pourquoi nous avons, au cours de cette période, préparé le premier plan quinquennal que vous connaissez. Oui, 82-86. 82-86. On a eu quelques acquis du premier plan quinquennal. Oui, oui, oui. Que vous en êtes fiers aujourd'hui? On n'a pas le temps d'en parler, mais vous en êtes la quand même démarche, c'était cela. Sortir le pays du marasme, remettre l'État dans son fonctionnement normal et tenter de redresser l'économie. Et on a pu obtenir quelques résultats. Mais en tous les cas, on a pu observer que de 79 à la période où se tenait la conférence nationale ici, en 91, on n'avait plus connu des retards de salaire dans le pays. Et il y a eu quelques acquis. Nous pouvons dire que de 79 à 91, il n'y a plus de retard de salaire dans le pays. En 1979, vous accédez à la magistrature suprême. 7 ans après, en 1986, vous êtes élu président de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Et nous avons souvenance que la lutte pour la libération des peuples d'Afrique australe et contre l'apartheid en Afrique du Sud constituait le gros de votre programme, l'essentiel de votre combat. Nous nous souvenons du Fonds Africa, une idée que vous avez lancée à Harare lors du sommet des non-alignés. Nous nous souvenons de la libération de Nelson Mandela. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière succincte de votre mandat à la tête de l'OUA et des succès sur lesquels ce mandat-là a débouché? Bon, lorsque nous avons pris la succession du président Abdou Diouf, l'Afrique connaissait une crise économique profonde. Et il y a eu une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à l'Afrique. Comment aider l'Afrique à se redresser? Et comment traiter la dette de l'Afrique? C'était le dossier que me laissait le président Abdou Diouf. Il fallait poursuivre ce débat à l'international. À ce programme, à titre personnel, j'avais choisi aussi de me consacrer à la question de l'Afrique australe. Puis en troisième lieu, j'avais retrouvé dans les archives de l'OUA un dossier sur
les hommes de science en Afrique. Une résolution. Il fallait organiser les hommes de science en Afrique. Moi, j'ai exhumé cette résolution. J'avais pensé que c'était un juste combat qu'on pouvait mener. J'avais ces 3 axes, d'où le symposium, euh, le congrès plutôt. Le symposium des écrivains, c'était contre l'apartheid. contre l'apartheid. Et le Le congrès, c'était des des hommes de science. C'est une autre chose. Donc, j'avais 3 axes de mon mandat que j'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde. J'ai vu toutes les plus grandes personnalités politiques du monde pour essayer de faire triompher ces 3 objectifs-là. Il y a eu des avancées en ce qui concerne la lutte contre l'apartheid, et puisque nous luttions pour des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Et lorsque le Congrès américain avait fini par voter des sanctions contre le régime de l'apartheid, pour nous, c'était une grande victoire. Mais ce n'était pas simple. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu à Londres avec le Premier ministre, Mme Thatcher, sur cette question de l'apartheid et des sanctions contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, en tête à tête. Avec Margaret Thatcher. Avec Margaret Thatcher, j'ai posé le problème. Elle est restée silencieuse un temps. Et puis, a rétorqué, mais Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous détruire une économie qui marche? C'était très dur. Pourquoi voulez-vous détruire une économie qui marche? J'ai simplement dit, mais Madame le Premier ministre, elle marche, mais à quel prix? Parce qu'on avait des discussions dures de ce genre avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Margaret Thatcher. Mais, malgré tout, le rapport d'effort dans le monde était tel que cette cause-là a fini par triompher. Il y a eu des sanctions économiques. Je crois que c'est cette décision qui a sérieusement ébranlé le régime de l'apartheid. Les sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Et nous avions gagné cela. Le congrès des hommes des sciences a eu lieu ici, à Brazzaville. Brazzaville a même été déclaré siège de l'Union panafricaine de la science et la technologie. C'est un grand succès. Bon, quant à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la situation économique de l'Afrique, le traitement de la dette de l'Afrique, je crois que c'est là où nous n'avons pas gagné. Et la situation reste la même aujourd'hui. On continue jusqu'à aujourd'hui avec la crise que nous vivons de demander un traitement particulier de la dette africaine. Donc le problème reste entier. Mais pour les autres combats, la lutte contre l'apartheid a connu des avancées, puisque non seulement il y a eu des sanctions économiques contre le régime de l'apartheid, mais après mon mandat, on a vu se dérouler ici des négociations entre l'Afrique du Sud, Cuba, l'Angola, les États-Unis, ici. La quadripartite. La quadripartite, une négociation dure. C'était une négociation difficile, mais on a fini par signer ici à Brazzaville le protocole d'accord qui a permis le retrait des troupes d'Afrique du sud de l'Angola, qui a permis le retrait
des troupes cubaines de l'Angola et qui a permis euh, l'indépendance de la Namibie et le processus qui a continué en Afrique du Sud jusqu'à la libération de Mandela. Je présume, il paraît que vous êtes très, très dur vis-à-vis du régime de Peter Botha. Parce qu'il était question, euh, pendant la cohabitation du président Mitterrand et Premier ministre Chirac, il était question que le président Botha soit invité en visite officielle à Paris. Et comme c'était la veille du sommet France-Afrique de Lomé, bon, j'avais fait dire que vraiment, si avant le sommet de Lomé, les autorités françaises devaient d'abord recevoir Botha à Paris, j'avais fait dire que, bon, au nom de l'Union africaine, de l'OUA, le président en exercice de l'OUA ne prendrait pas part au sommet. Voilà. Eh bien, les choses se sont arrangées par la voie diplomatique. Le président Botha n'est plus allé en visite officielle à Paris. Le Premier ministre Chirac, sur la route de Lomé, a fait escale ici. Nous avons discuté dans ce palais. On a déjeuné en tête à tête dans la villa qui est là. Et puis, bon, nous avons presque ensemble décollé en direction de Lomé. Lui est parti quelques 45 minutes avant moi. Et donc, le sommet à Lomé s'est déroulé normalement. Et un peu plus tard, peut-être, est-ce la reconnaissance du président Bush des États-Unis d'Amérique? Vous êtes invité officiellement pour, entre autres, discuter de ces questions-là avec le président George Bush. Un mot sur le voyage aux États-Unis? Oui, nous avons été invités. C'était en reconnaissance de tous ces efforts. Je ne sais pas, mais enfin, toujours est-il que nous avons été invités à effectuer une visite d'État aux États-Unis. Mais le souvenir le plus important, c'est que pendant que nous étions en train de traverser l'Atlantique pour Washington, nous étions au-dessus de l'Atlantique, et c'est à ce moment-là que les pilotes de l'avion d'Air Afrique, les pilotes de l'avion d'Air Afrique, nous a annoncé la libération de Mandela. Donc, la libération de Mandela est intervenue alors que nous étions au-dessus de l'Atlantique En partance pour les États-Unis. pour les États-Unis. Et nous avons donc célébré la libération de Mandela à bord de l'avion. Nous avons consommé toutes les bouteilles de champagne qu'il y avait dans l'avion. Et j'ai fait ma première déclaration pour saluer la libération de Mandela à bord d'un avion d'Air Afrique au moment où j'allais aux États-Unis. Donc, c'était un moment important pour moi. Monsieur le Président, juin 1990, le président Mitterrand tranche net sur le débat, dans le débat plutôt sur l'aide au développement. Ajoutez à cela un impétueux mouvement venu des pays de l'Est qui balait les sommets. Même les régimes totalitaires que l'on croyait établis pour l'éternité entrent spontanément dans le chaos. Les populations s'agitent parce que le mouvement gagne l'Afrique au motif que le président Mitterrand avait dit à ce sommet-là que désormais ne pourrait bénéficier de l'aide au développement de la part de la France que des pays qui s'ouvriraient à la démocratie. Un peu partout sur le continent,
s'organisent des conférences nationales ou toutes sortes de réunions visant à matérialiser les injonctions du président Mitterrand. Le Bénin de Mathieu Kérékou a tenu sa conférence nationale. Le Congo de Denis Sassou Nguesso a fait le choix de l'imitation. Le 25 février 1991 s'ouvre donc au Palais des Congrès de Brazzaville la conférence nationale. Bon, il faut d'abord dire que ce n'est pas parce que le président Mitterrand avait parlé à la BOL que tous les pays qui ont engagé le processus de changement obéissaient à une injonction. Je ne suis pas sûr que cela soit vrai. D'autant plus que dans la salle même, Sa Majesté Hassan II, paix à son âme, qui devait répondre au discours du président Mitterrand au nom de l'Afrique, avait pris déjà dans la salle même le contre-pied de cette déclaration. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, la presse française, comme vous les journalistes, parfois vous savez le faire, a mis le coude sur cette déclaration. C'était une déclaration du roi Hassan II qui était très forte. Il paraît même qu'il avait refusé l'hôtel qu'on lui avait affecté. Il était dans son bateau. Mais ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est la déclaration du roi Hassan II en réponse au discours du président Mitterrand au nom de l'Afrique. Et vous feriez bien de faire des recherches pour retrouver, vous les journalistes, si vous voulez faire l'histoire, retrouver cette déclaration. Déjà, le roi Hassan II avait pris le contre-pied de cette déclaration. Toujours est-il que les changements se sont produits. Nous-mêmes, ici au Congo, avant même la réunion de la BOL, le comité central du Parti congolais du travail s'était déjà réuni et avait opté pour les changements selon une procédure différente. Mais changement toujours pour aller vers le multipartisme. Les archives du PCT, vous pouvez les consulter. Vous trouverez une session du comité central du PCT qui proclamait la volonté du Parti congolais du travail d'amener le pays vers le multipartisme. Cela n'avait rien à voir avec la déclaration du président Mitterrand à la BOL. N'est-elle pas venue précipiter les choses ou accélérer tout de même? Comment? La déclaration du président Mitterrand n'est-elle pas venue accélérer? Peut-être un accélérateur, pourquoi pas? On ne va pas ignorer ce fait de l'histoire. Mais toujours est-il que les changements se sont produits ici en Afrique comme ailleurs après les changements plus importants qui se sont produits dans les pays du Pacte de Varsovie. Alors, ici, le mouvement s'était engagé pour la conférence. Je ne vais pas revenir sur ces débats. Mais au cours de cette conférence, dont les idéaux fondateurs étaient peut-être l'esquisse d'un nouveau schéma pouvant aider au développement du pays, on remarque que les orateurs à la verve débordante font des déclarations qui risquaient de déboucher sur des drames divers. Monsieur le Président, vous-même vous étiez la risée de ces orateurs-là. Et lorsque vous avez constaté que les débats de la conférence nationale risquaient de déboucher sur des situations immaîtrisables, pourquoi n'avez-vous pas décidé de les arrêter net? Je ne pouvais pas arrêter ce débat. Il fallait le laisser se poursuivre. La conférence elle-même était prévue pour 15 jours et elle a duré 3 mois.
Et chaque fois, Monseigneur Kombo, paix à son âme, venait me voir ici. Je signais un décret pour proroger. Et je donnais 15 jours de plus, 15 jours de plus. Et elle a duré 3 mois. Mais je devais seulement prendre date. Laisser le débat se dérouler, mais prendre date. Moi, j'avais pris date en faisant cette déclaration. J'assume. J'assume. Voilà. J'assume. Voilà. J'avais pris date. Si vous lisez. Certains observateurs estiment que c'est le plus beau discours de l'ère Sassou I. Peut-être. Mais j'avais pris date. Si vous lisez ce discours de la conférence, j'avais dit que on ne devait pas engager le processus pour créer de nouvelles divisions, de nouvelles tensions, laisser d'autres parties du peuple au bord de la route. Bon, que ce n'était pas dans les violences. Et j'avais dit que la conférence devait se dérouler sans un mort, sans un blessé, sans un prisonnier. Et je l'ai dit à la clôture de la conférence aussi. Et donc, j'avais pris date. Les événements qui se sont produits après la conférence, je crois, si on les analyse bien, ils me donnent raison. Il suffit de lire le J'assume et de lire les événements qui se sont produits après. Ils sont à l'opposé de ce qui est dit dans ces déclarations. Et pour ça, j'ai préféré prendre date et non pas arrêter la conférence. Voilà. Vous avez préféré prendre date. Et après la conférence nationale, on vous a adjoint Premier ministre André Milongo. Et en août 1992, on n'a pas adjoint Premier ministre. Oui, la conférence a donné... C'était une recommandation de la conférence nationale. La conférence a donné les pleins pouvoirs au Premier ministre. Oui, et une sorte de cohabitation à la congolaise qui a certainement mis à mal, Monsieur le Président. Oh, ce n'était même pas une cohabitation. Le président avait quoi? Des pouvoirs de la diplomatie et le président n'avait même pas les pouvoirs de défense nationale. C'est inédit quand même. Et le Premier ministre avait les pleins pouvoirs pour gérer la transition et amener le pays aux élections. Je pense que c'était son mérite d'avoir permis cela. Oui, ce fut fait. Oui. Puisqu'en août 1982, il y a eu les élections. Il y a eu les élections. Voilà. Nous voulons parler de l'élection présidentielle. Et vous avez soutenu au deuxième tour le président Pascal Lissouba. Il est élu. Il dirige de 1992 à 1997. Et au terme de la guerre, déclenchée le 5 juin 1997, vous revenez aux affaires. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous avons assez de témoignages sur toutes ces périodes-là. Mais il y a des moments forts, des grands moments, des moments qui nous marquent à vie. Quels sont, selon vous, Monsieur le Président, les grands moments qu'a connu le Congo en 60 années d'indépendance? Bon, si on ne parle pas de la proclamation de l'indépendance en tant qu'événement majeur, je crois qu'on retiendra des événements de 63 et dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont des événements majeurs appelés Trois Glorieuses. C'était quand même des changements importants qui se sont produits. Et on doit quand même retenir la période de l'assassinat du président Gwabi jusqu'à la tenue du 3e congrès extraordinaire du PCT, le mouvement dit du 5 février.
cette période-là comme une période très, très, très importante de la vie de ce pays parce que euh, les événements qui se sont produits pendant cette période ont amené le pays presque au bord du précipice. Euh, euh, L'assassinat du président Gwabi, l'assassinat du cardinal Biayenda, la mort du président Massamba Deba, c'était des moments très difficiles hein, de la gestion de ce pays. Puis, euh, comme une espèce de sortie de crise profonde, le mouvement dit du 5 février jusqu'à la tenue du troisième congrès extraordinaire du PCT. Puis, on vient d'en parler, la conférence nationale, je le dis puisque je le pense, dite souveraine, je le dis comme ça, avec ma conviction, dite souveraine, aura été un événement important dans ce pays. Je dis dite souveraine parce que les participants à la conférence n'avaient aucun mandat du peuple pour jouer la souveraineté. Mais ils ont dit que les décisions qu'elle prenait étaient exécutoires d'urgence. Oui, et sans mais appel. c'est pour cela que je dis la conférence. C'était un moment important de l'histoire de ce pays et qui aurait pu, si on n'avait pas fait attention, qui aurait pu l'amener vers le précipice aussi. Voilà pourquoi je prends le repère que j'assume. Hein. Bon, à titre personnel, et même pour le pays, nous ne pouvons pas oublier la guerre civile que ce pays a connue à partir du 5 juin 1997. Ce sont ces événements, en ce qui me concerne, que je retiens comme des moments très importants de la vie de notre pays. Et nous allons célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance sous un format inhabituel parce que la planète entière est secouée par une crise sanitaire portée par le nouveau coronavirus. Le 28 mars dernier, dans un message à la nation, vous invitiez les Congolais à davantage de responsabilités et vous disiez que du comportement de chacun dépendrait la santé, sinon la vie de tous. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, M. le Président? Bon, on peut pas en dire davantage. Si on se réfère justement à la pandémie dont vous parlez, on peut observer dans le monde et constater que ici et là, où les gens ne se sont pas comportés de façon responsable, les dirigeants comme les peuples, ils ont payé le prix fort et continuent de le payer. Et donc, c'est un appel à la responsabilité au niveau des dirigeants comme au niveau du peuple. Parce que tous ceux qui ont voulu faire le contraire ou ont fait le contraire ont payé le prix, peut-être continuent de le payer lourdement. Et nous ne sommes pas encore sortis de cette crise et la recommandation reste la même. Il faut qu'il y ait un comportement responsable au niveau des individus, au niveau des collectivités, au niveau des dirigeants. Si on affiche l'irresponsabilité, la sanction est immédiate.
Et dans nos pays où nous luttons presque les mains nues, je ne vois pas comment nous pouvons prendre un tel risque. Voilà, c'est le seul commentaire que je peux faire. Monsieur le Président, en quelques secondes, je vous laisse conclure cet entretien. Bien, on a survolé quelques événements. J'ai fait quelques commentaires, mais j'ai fait ma lecture. La situation du pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, dans mon message à la nation. Est-ce qu'on a connu quelques avancées ou non? Est-ce qu'on a fait du surplace? Est-ce qu'on a reculé? Est-ce que nous avons bien assumé notre destin? Je réponds rapidement dans un court message à ces questions. Et comme on ne peut pas tout dire dans un discours, vous garderez certainement le reste pour vos mémoires. Peut-être. Nous reviendrons, Monsieur le Président, si vous le permettez. Je vous recevrai avec plaisir. Merci, Monsieur le Président.